a des machines qui sont littéralement 100 fois plus rapides qu'il y a 25 ans. On a des débits qui sont 1000 fois plus rapides qu'il y a 25 ans. Et les sites sont à peine plus rapides qu'avant. On peut ne pas aimer la législation, mais n'empêche que, un, ça a fait bouger les choses, et deux, ça donne un modèle alternatif à l'ultralibéralisme chinois à l'ultralibéralisme américain et le libéralisme plus direction étatique côté chinois. Donc oui, non, c'est très important. Alors généralement, je dis que la performance, ça fait partie des choses qui rendent un site accessible. C'est-à-dire que si ton site rame, ou ton site est très lourd, le fait est que tu exclus des gens qui n'ont pas un super matos. Je m'attends à ce que dans les mois ou dans les années qui viennent, tu as des gens qui génèrent des rapports de performance qui ont l'air ultra solides, uniquement à base d'IA générative de texte. Et c'est-à-dire que ça va sonner... Je sens que ça va sonner crédible, mais non, tu peux pas quoi. Salut Jean-Pierre. Tu vas bien? Ouais, moi ça va super. Bon, écoute. Je tousse un petit peu aujourd'hui, j'espère que je vais pas trop pourrir cet épisode. Non, c'est pas ton genre. Non, pas du tout. Je vais essayer. Je suis content parce qu'aujourd'hui on va faire un épisode qui me tient à cœur. On va parler de quelque chose que j'adore. Alors j'aime beaucoup de choses dans l'informatique. C'est un problème. Bon, c'est un avantage et un problème en même temps. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le front. On va parler front. J'ai pas eu trop l'occasion de parler front jusqu'à maintenant dans Parent Prod. Et d'avoir toi pour parler front, c'est le top. Ça fait plaisir à entendre. Et oui. On va parler performance, forcément. On va parler front, HTML, CSS, JavaScript. Ne partez pas tous en courant. Je sais que les développeurs ont de temps en temps plus de mal avec HTML, CSS. Je pense qu'on va en parler. On va parler aussi d'empreinte carbone. C'est quand même des choses que l'on parle de plus en plus. Et qui intéresse pas mal de monde et le web et la performance web est un petit peu lié quelque part à l'empreinte carbone et à des conséquences aussi. Donc je vais creuser ce sujet avec toi si tu es d'accord. Ça me va. Je te propose de commencer par un début, de te présenter pour qu'on apprenne à te connaître. Écoute, je suis Jean-Pierre, dit JP. Moi, ça fait une grosse vingtaine d'années maintenant que je fais du web, back-end dans les années 2000 en PHP, à l'époque où le PHP c'était le sous-langage. Ensuite, j'ai switché sur tout ce qui est production JavaScript, intégration HTML, CSS. Et là, ça fait une dizaine d'années que je suis à mon compte, en un petit peu production de code, beaucoup d'audits autour de la web performance, front-end donc, et architecture JavaScript. Je fais des trainings aussi, je fais des formations sur la web perf, et à une époque je formais les gens à JavaScript également. Et depuis quelques temps là on commence à m'appeler sur des missions un peu plus green, donc tout ce qui est éco-conception, ce genre de choses. Super. J'aime bien savoir quand est-ce que ça a commencé, l'informatique, un peu cette histoire d'amour, parce qu'en fait moi j'aime bien interviewer des passionnés et donc en fait c'est souvent des gens qui sont vraiment à fond dans l'informatique. Et toi, ça a commencé quand? C'est quoi le début? Par rapport... C'est vrai que quand je pose la question à d'autres qui ont mon âge, par rapport à d'autres, moi j'ai commencé relativement tardivement. J'ai dû avoir ma mère a dû avoir son PC vers quand moi j'avais 15 ans, un truc comme ça. Donc du coup, avant ça, je faisais autre chose, genre lire des bouquins ou construire des Lego. Et du coup, j'ai commencé comme ça, d'abord en débuguant le PC de la maison parce que évidemment j'ai voulu installer des jeux et ça s'est mal passé. Du coup, je me suis retrouvé dans MS-DOS. Je disais DOS à l'époque. Du coup, je me retrouvais dans MS-DOS pour essayer de faire tourner les jeux, réparer le Windows 3.1 de maman
qui elle l'utilisait quand même pour le travail, hein, à la base elle est prof, donc voilà. Et à partir de là, ben c'est parti. Une fois que tu commences à maîtriser un peu le PC, c'est vrai que ça ouvrait de nouvelles possibilités. Et Internet, surtout, c'est venu à la fac un petit peu plus tard, donc dans les années 98-99, où là, bah déjà, il y avait Internet, puisque je l'avais pas à la maison. Et puis là, j'ai commencé à apprendre un petit peu comment tout ça marchait. Il a fallu monter un premier site pour faire un premier événement, pour faire un événement autour du gaming dans la région PACA. Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Donc plutôt autodidacte en fait. Ouais, ah oui, oui, non, de toute façon, je pense que c'était l'époque aussi. Je sais pas si tu te souviens, Mm. il me semble qu'il a fallu attendre genre 2005 avant qu'il commence à y avoir des écoles de web. Donc ceux qui faisaient du web à l'époque, je les ai croisés. Il y avait soit les ingés qui faisaient ça en plus du reste, soit les ingés passionnés qui étaient vraiment très bons, soit des gens qui avaient rien à voir, quoi. Moi, j'ai croisé des gens, ils sortaient de gestion des entreprises des administrations, ou alors ils avaient un bac +4 en géographie, ou des trucs, tu vois. Alors c'était soit dans le scientifique, soit des trucs un peu littéraires, et on se retrouvait tous là en train d'apprendre à découvrir vraiment comment ça marchait le HTML, la programmation. Moi j'ai commencé ça sur une calculatrice, tu vois. Mm. Même pas scientifique en plus. Enfin, en tout cas, j'étais pas dans des filières scientifiques, mais effectivement, c'était des trucs qui me parlaient. Et donc à l'époque, ouais, t'avais pas trop le choix. C'était autodidacte et ma foi, ça marchait bien. Quand on regarde des commentaires sur LinkedIn, des gens qui parlent de tes interventions, ou par rapport à toi, même comment tu te présentes, en général, quand tu interviens, les clients disent que tu es pas juste là pour les aider à améliorer la perf, et maintenant l'éco-conception, bien sûr, Hum. mais que tu les aides surtout aussi à comprendre, à monter en compétence, à comprendre les choses derrière. Et il y a plus un peu ce côté formateur qui est lié aussi un peu au fait que t'as fait beaucoup d'interventions et tu fais des conférences aussi. C'est vrai. Ça devient d'où ça? C'est pas un très courant chez un Técos. Tu crois? Bah je sais pas. Je pense que ça vient des habitudes qu'on a pris à l'époque justement. Où on était bien content d'avoir des informations gratuites de qualité, alors qu'à côté de ça, les ingés, eux, lisaient des bouquins. Nous, on lisait des posts de blog, bon, avant qu'on appelle ça des blogs. On lisait, enfin, voilà, il y avait un gros partage d'informations. Et je pense que vers les années, quand j'ai commencé à me sentir un peu capé, donc j'avais 7-8 ans d'expérience, j'ai commencé à me dire, il faut que je rétribue à la communauté. Il y a vraiment cette idée de communauté à l'époque. Faut que je redonne à la communauté un petit peu ce qu'elle m'a donné, parce qu'elle m'a donné de quoi vivre, elle m'a donné de quoi alimenter intellectuellement mon petit cerveau. Et je pense que c'est venu de là. C'était vraiment l'idée de partage. Je me souviens que quand on commençait à voir Internet dans les années, enfin quand j'ai vu Internet en 90-99, c'était vraiment putain, on peut partager des choses de manière facile, sans passer par un média, sans passer par quelqu'un qui va te filtrer. Alors évidemment, avec le recul, tu sais que c'est à moitié faux, mais en fait, que tu trouvais voilà des gens qui avaient qui parlaient de ce qui t'intéressait, et en fait tout le monde s'éduquait les uns les autres. C'était super. Donc ça m'est resté, ouais. Et après bah, c'est le plaisir de parler avec des gens, de discuter. Je t'ai dit que mes parents étaient profs, tu vois, typiquement, c'est pas un truc que j'aurais fait. Et au final, enfin, quand je suis parti de chez moi en me disant non, hors de question. Et au final, c'est vrai que, bah, je fais un peu de mentorat, je fais beaucoup de formation, j'ai fait prof. Bon, bah, écoute. Et c'est quoi les conférences dans le web actuellement en France? Alors, maintenant, il y en a beaucoup des confs. Celle qui reste historiquement, qui est vraiment sympa, c'est Paris Web. Pour le front-end, t'as vraiment, on est plutôt sur du généraliste, hein. Mais du coup, t'as globalement une très bonne ambiance. Ça reste une association, puisque maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de confs aussi parce que il y a des sociétés qui produisent ces conférences. Et qui se versent des salaires. Donc de cœur, moi je te dirais
Paris Web, ça a été fondateur pour plein de gens. Mine de rien, ça a orienté le web français vers un certain niveau de qualité, puisque les premiers fondateurs, en tout cas les premières interventions parlaient d'accessibilité, parlaient de qualité, et ça a orienté tout le reste. Donc c'était vraiment sympa. Et je peux placer ma propre conférence ou pas? Bah oui, forcément, t'imagines. On a créé. En France, on est quand même pas trop idiot. Hein. On a globalement des bons ingés et globalement un bon niveau tech. Et on a créé en France là Wheel of Speed, une conférence sur la web performance. On est les seuls au monde à faire une conf qui est pas en anglais. En tout cas, où il y a une majorité de Français qui parlent depuis 4-5 ans là. Donc ça fait partie des confs que j'aime évidemment parce que je la produis, mais aussi parce qu'on est un peu unique dans le monde là-dessus, quoi. Wheel of Speed, c'est une conf physique, virtuelle, les deux. On a dû se mettre au virtuel à l'époque quand on a eu le Covid. Donc effectivement, on a improvisé. On a switché sur du virtuel à l'époque. Maintenant, on est sur du physique depuis 2018. On a fait une seule édition en virtuel. On continue du coup sur du physique. Donc là, on l'a refait dans un mois là, en mi-mai, dans Paris pour une fois, parce que l'idée c'était de changer de ville à chaque fois, histoire de pas tout centraliser à chaque fois à Paris. Donc on a fait le tour de France. Par contre, l'idée c'est de partager, et donc on diffuse, on les enregistre, on diffuse ça sur YouTube. Donc quelque part, c'est un peu de virtuel. Mais venez physiquement, c'est quand même plus sympa. Tu vas rencontrer des gens, tu rencontres les speakers. C'est pas une conférence à 1000 personnes, hein, on va être 200 maximum. Donc tu peux discuter avec des gens, tu peux rencontrer les speakers, même les sponsors. Hein, la plupart du temps, les sponsors, c'est des gens. Il n'y a pas que des commerciaux. Il y a aussi des passionnés. Je suis même sûr que tu vas trouver des commerciaux passionnés des fois. Donc ouais, c'est la conférence physique a pas dit son dernier mot. Et donc sur la chaîne YouTube de Wheel of Speed, on a les anciennes interventions. Ouais, effectivement. Tu vas présenter quel sujet toi cette année? Cette année, je suis revenu, je représentais un sujet, alors basique dans un sens et extrêmement complexe dès que tu rentres dans les détails. C'est savoir lire un waterfall, donc c'est les entêtes, le cheminement des requêtes en HTTP. Et donc savoir lire les outils pour décoder la performance, et donc je vais essayer de le vulgariser au maximum, c'est-à-dire ça va pas être, en tout cas la première partie je vais la présenter pour les product owners, pour les gens qui font du SEO, et peut-être pour les devs qui débutent ou qui sont pas déjà de grosses notions de web perf. Et ensuite, alors du coup, je co-organise, je sponsorise, et du coup, je me suis payé un atelier. Et donc, dans l'atelier, on va aller un petit peu plus loin pour continuer d'évangéliser un petit peu sur voilà comment est-ce qu'on peut détecter des problèmes de web perf. Alors cette année, j'ai l'impression qu'on l'a quand même, on a reçu des propositions et finalement, on a choisi collégialement pas mal de confs qui avaient beaucoup attrait au lire des analytics de web perf. C'est-à-dire que quand tu as des données qui te disent voilà, j'ai en moyenne 5 secondes de temps de chargement, bon là on a 4 ou 5 confs qui vont te dire que le temps de chargement, on s'en fout, que la moyenne, on s'en fout, que si tu regardes ton 75e centile, il faut aussi que t'ailles voir le 90e, et que voilà les différentes choses qui font qu'en fait, tu as beaucoup derrière un chiffre, il y a beaucoup de réalités différentes qui se passent. Donc là, je pense qu'on commence à arriver à un stade de maturité qui fait que on a quasiment des statisticiens qui vont venir nous parler de tout ça, quoi. Et tu as co-créé Wheel of Speed avec qui? C'est à la base, alors l'idée, c'est quand même Cdiscount. Donc c'est un de mes clients qui était pas que mon client, qui a demandé à d'autres collègues, concurrents, enfin ce que tu veux, enfin d'autres gens qui sont dans la web perf. Il y avait notamment
Boris Shapira qui travaille chez Dareboost, enfin qui s'appelait Dareboost, qui s'est fait racheter là, mais le produit continue d'exister. Et il y a eu Stéphane de Fastorize. Fastorize, c'est une boîte qui te fait de l'automatisation de la web performance. Donc moi, je fais audit, conseil, formation. Boris, bah du coup, Dareboost, du coup, c'est plutôt monitoring synthétique. Et Fastorize, on était plutôt côté automatisation pour pas trop avoir affaire à ces développeurs. Et voilà, et donc à 3, on a joint nos forces et Cdiscount nous a payé un chef de projet, nous a payé les graphistes et donc voilà, la première édition elle s'est faite à Bordeaux comme ça. Et c'était une bonne idée. Et ensuite, on a continué sur cette lancée avec des volontaires, des gens qui viennent du SEO, parfois du marketing, souvent des techs, et là, ça continue. Ben, parlons perf, justement. Yes. Pourquoi c'est encore un sujet en 2023? Alors effectivement, c'était déjà un sujet en 2000, tout court. Ben, c'est ça. Quand on avait des modems 56K. Pour les vieux comme nous, au début du web, c'était un sujet. On a été vachement plus patients. Mais on pourrait croire que maintenant, avec la fibre, avec les technologies modernes, les navigateurs modernes, enfin tout ce qui a énormément progressé, puis l'informatique, c'est pas du tout lent, hein, c'est une progression exponentielle. Tout à fait. On pourrait dire que c'est un non-sujet. Pourquoi c'est encore un sujet en 2023? C'est fou. Alors ça me rappelle il y a un comic strip que tu peux retrouver, qui est génial, où t'as les deux personnages principaux qui te disent dans les années 90, oh là là, mais j'ai un super Pentium, ça devrait carburer, je comprends pas pourquoi ça va, mais son pote qui lui dit, mais t'inquiète, dans le futur, les machines seront mieux et ça sera plus rapide. Et puis c'est les mêmes 10 ans et 20 ans plus tard qui disaient exactement les mêmes choses. Et c'est frustrant, mais effectivement, on a des machines qui sont littéralement 100 fois plus rapides qu'il y a 25 ans. On a des débits qui sont 1000 fois plus rapides qu'il y a 25 ans. Et les sites sont à peine plus rapide qu'avant. Alors ça tient à plusieurs trucs. Déjà techniquement, on en pousse de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que si le tuyau est plus gros, c'est bien, on va en mettre plus. Donc il y a une espèce d'effet rebond. Si après on parle écologie, il y a vraiment une espèce d'effet rebond, c'est-à-dire je peux donc je le fais. Il y a un problème qui est pour moi essentiellement psychologie du développeur, c'est-à-dire que le dev, on lui donne des machines puissantes et on a raison parce qu'il faut être productif. Mais du coup, il se rend pas compte de toutes les machines peu puissantes qu'il va laisser derrière. Et là, on arrive à des différences de temps d'exécution sur du JavaScript, par exemple, qui sont sur du x10 entre un dev qui se serait acheté un Mac M1 ou M2 et un utilisateur lambda français qui se serait acheté un Android à 150 €. C'est la différence de temps d'exécution CPU, c'est x10. Donc ton petit JavaScript que tu exécutes en 100 millisecondes, c'est une seconde complète pour un utilisateur normal. Et les devs s'en rendent pas compte parce que déjà c'est chiant de tester, et il faut se mettre dans les conditions et il faut se forcer. Donc c'est pas du tout inné, quoi. Donc il y a ça. Donc il y a les exigences d'un côté des fonctionnalités qui se rajoutent, notamment avec plein de third parties, de la pub, du tracking, définir des third parties. Ouais. Des analytics. Third parties, c'est non, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Les codes tiers. Donc c'est voilà, publicité, tracking, les fonctionnalités genre le chat, tu vois, appli service client, ce genre de trucs. En fait, c'est 200, 300, 500 kilos de JavaScript à exécuter. C'est un bouton Facebook, c'est 200 kilos. Hein. Enfin, un bouton Twitter, c'est pareil. Enfin, c'est des trucs c'est des micro-sites, hein, c'est des micro-applications que tu mets dans ta propre application. Donc c'est sans oublier tous les outils marketing. Oui, parce qu'on veut traquer. Alors, ce qui est utile, hein, l'idée, c'est pas de se dire on va revenir en arrière et tout cramer, quoi. C'est plutôt de se dire combien me rapporte un test AB, par exemple. Tu vois, combien en termes de marketing, j'espère gagner combien en améliorant un peu le design, versus combien de gens je perds en rajoutant 1 ou 2 secondes de temps d'attente. Parce que côté perf, l'avantage, c'est qu'on a plein de chiffres qui nous disent ouais, alors 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes d'écran blanc, ça coûte 10, 20, 30% de taux de rebond en plus. Donc c'est autant de chiffre d'affaires en moins. Et en face, c'est compliqué d'avoir des gens qui font des tests AB te dire
Ah ouais, mais moi je compte gagner 30% de chiffre d'affaires en plus si je fais ça bien. Ouais, non, on n'a pas ça. Donc ouais, les third parties, ça c'est un classique. Et aujourd'hui, tu as aussi le fait qu'on utilise des technos type, alors typiquement JavaScript, qui sont lourdes si tu l'utilises pas correctement, quoi. On va parler du moment que t'as React ou un de ses concurrents. Si tu fais la single page app, si tu fais des gros formulaires dans tous les sens métiers, ok, c'est fait pour. Si t'es un journal, si t'es un site de e-commerce, et ben t'as chargé des centaines de kilos de JavaScript pour afficher des images et des textes, quoi, et avoir quelques liens. Donc ouais, c'est l'évolution, on va dire normale de tout projet info, tu vois. Quand tu regardes les jeux vidéo d'il y a 20 ans, effectivement, t'avais du fun, mais t'avais pas besoin de gigaoctets. Bah maintenant, c'est le cas. Et en fait, régulièrement, on voit les gens du SEO qui essaient d'expliquer que le rendu côté serveur, c'est mieux que le rendu côté client. Tellement. Et pour la performance, probablement que c'est souvent le cas aussi. C'est absolument le cas. Il y avait eu, à l'époque, c'était Twitter qui était passé en mode single page app. À l'évasion, on met tout dans le client, on va générer l'intégralité du HTML dans le client. Donc Twitter, ils ne dépendent pas du SEO, par exemple. Et un an après, ils ont sorti un deuxième post de blog en disant on vient d'inventer un truc. Tout le HTML, on le génère d'abord côté serveur. Tu te dis, mais attends. Il y a un an, là, tu viens pas de me dire on va être super moderne, on fait du client-side pur. Oui, non, tu feras pas plus efficace que d'envoyer, que de lire du texte et de travailler, de formater ça en HTML plutôt que de réinterpréter l'intégralité de ton HTML en JavaScript alors que ton navigateur, il a déjà un moteur c'est son taf depuis 30 ans de fabriquer du HTML, si tu veux. Donc même sujet pour CSS, hein. Il y a plein de choses qu'on fait en JS où CSS remplace maintenant, évidemment c'était pas le cas il y a 10 ans, mais remplace aujourd'hui haut la main des solutions JS. En termes d'efficacité, c'est ouf, quoi. Mais j'en discutais justement récemment avec un client là qui me disait bah nous on a l'équipe à la grossi, on est 3-4 seniors là. Et puis en fait on est obligé de recruter 10-20 devs, ils sont tous juniors, ils savent tous faire du React, mais en fait ils délivrent de la feature, mais dès qu'il y a un bout de bug, dès qu'il faut creuser, en fait tu te rends compte qu'il y a 20 ans d'histoire de web à se bouffer avant d'être capable de débugger ça, quoi. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec des développeurs React avant d'être des développeurs web, quoi. Donc et après, on n'est pas dans la sobriété. C'est pas le but d'un junior d'apprendre, justement. Ah oui, non, mais attends, c'est pas parce que t'es junior que t'es bête, hein. Non, mais non, c'est pas dans ce sens-là que je disais. T'as pas l'impression qu'on demande aux juniors de tout maîtriser alors que il faut qu'ils commencent par un début, en fait. Ça, c'est... Et que c'est normal qu'ils mettent du temps pour commencer à faire des choses bien. Et il faut l'accepter. Il faut leur donner ce temps. C'est absolument un fait. C'est accepté, puisqu'effectivement, alors moi, je gère plus d'équipe depuis longtemps, mais effectivement, quand t'as des juniors dans ta team, ce que tu veux, c'est je fais tout en anglais, hein. Quand t'as des juniors dans ta team, tu veux les onboarder. Ça te va ou pas? Quand effectivement t'as des juniors dans ton équipe, ce que tu veux, c'est pouvoir les monter en compétences et les accompagner. Ce que tu demandes à un junior, c'est d'être ouvert, c'est d'apprendre vite. Et ce que tu demandes à un senior, c'est d'être un peu communicatif, histoire de faire monter le niveau global de l'équipe en qualité, et pas être le vieux grincheux qui se tape que les bugs imbitables. Donc oui, effectivement, je pense qu'on leur demande beaucoup aux juniors. Mais de manière globale, ce qu'on demande aujourd'hui au web, c'est de délivrer tout de suite des choses, en fait. Et délivrer des features tout de suite. Ça se voit avec avec les frameworks qui font le café. Mais du coup, quand le café il est pas terrible, il va falloir que tu ailles le débugger tout seul, que tu démontes la machine pour essayer
pour essayer de sortir de ce qui était prévu de base. T'as des design systems tout faits que tu trouves sur le net, qui du coup font que les sites se ressemblent. Tu changes 3 fois les couleurs et puis c'est tout, quoi. Donc effectivement, on va vers plus d'efficacité, ce qui est normal, hein. Mais des fois, tu te dis, ok, peut-être que si on avait besoin de moins de features, si on réfléchissait plus côté produit, à se dire, bah en fait, peut-être qu'on va pas le faire, plus que tout le temps produire, tu vois, peut-être qu'on va pas le faire. On y gagnerait, quoi. Tu as parlé de CSS. Pourquoi c'est quoi ce problème avec les développeurs et le CSS? Pourquoi les développeurs, ils ont ce souci avec le CSS? Je pense que les développppeurs ont peur de pas être assez payés et ils ont raison. Je pense que c'est une histoire de thunes. Non, le truc c'est que CSS est très ingrat en fait. C'est-à-dire que tu peux dire je sais faire du React parce que tu as sorti un composant au bout d'une semaine de training, ok. Tu peux pas dire je sais faire du CSS sans transpirer un peu des genoux quand même. Si t'as fait une semaine ou un mois de CSS, quoi. Si t'as réussi à sortir la maquette pixel perfect et que tu l'as fait en CSS, ça veut pas dire que tu sais faire du CSS. Donc il y a un côté qui fait très peur, c'est-à-dire pour un dev qui a pas fait de front-end depuis longtemps en tout cas. Alors déjà t'as une vérité, c'est que CSX est devenu extrêmement complexe. C'était déjà compliqué à une époque où il y avait des incompatibilités navigateurs, mais là quand tu regardes le nombre de properties, de nouvelles properties qui sont sorties là en 10 ans et comment elles interagissent entre elles, puisque à chaque fois que tu rajoutes un truc, tu vois, ton flexbox et ton layout, ils vont interagir comment avec un alignement à gauche et un float right, tu vois. Enfin, c'est effectivement, t'as une réelle complexité qui fait que j'admire absolument les devs CSS. Et je dis dev, hein, parce que c'est un vrai langage qui est réellement complexe. Donc, de fait, il est complexe, donc il fait peur à des gens. De fait, il y a très peu de boîtes, j'en connais quasiment pas, qui vont te récompenser parce que tu es un bon intégrateur ou un vieil intégrateur. Il y en a quelques-unes, il me semble que tu en fais partie. Mais c'est assez rare d'avoir ça, et du coup tu te retrouves avec des gens qui, comme moi, ont beaucoup aimé le CSS. Mais si t'as envie de manger un peu et de faire autre chose, bah oui, effectivement, tu vas te spécialiser dans notre truc. Donc c'est un petit peu dommage parce que là ça s'est beaucoup vu avec les composants tout faits, c'est qu'il y a plein de choses qui existent déjà en CSS qui sont refaits complètement en JavaScript, et ben ça va, c'est effectivement, on n'est pas dans l'efficacité. On est dans l'efficacité de release, c'est-à-dire tu sors plus vite. Par contre, c'est pas du tout dans l'efficacité technique, quoi. Donc c'est ni sobre, ni performant, ni quoi que ce soit. Mais effectivement, ça prend un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps à faire. Et à quel point c'est pas sobre, c'est pas performant, etc. C'est quoi la différence entre, je sais pas, une animation que tu ferais en CSS et une animation que tu ferais en JavaScript? Je prends cet exemple, mais ça peut être un tout autre exemple. Bah, alors, aujourd'hui, tu vois, les animations CSS, enfin, quand tu prends une librairie d'animation JavaScript, elle va te générer du CSS pour toi. Donc, le résultat que tu as, il est satisfaisant quand l'animation se joue. Par contre, si tu comptais jouer ton animation dans les premières secondes, ou si tu voulais être un peu réactif, ben, ça veut dire que d'abord ton moteur JavaScript a tourné avant d'exécuter avant de générer du CSS qui va marcher, quoi. Alors que tu peux démarrer tes animations dès le chargement de la page, alors que ton application React elle est pas encore bootstrappée, alors qu'elle a pas encore ce que tu sais, t'as une phase de réhydratation, on appelle ça, qui en fait le JavaScript relit le HTML, va réexécuter son JS pour savoir si le HTML est correct, et ça peut prendre plusieurs secondes. CSS, tu demandes ton animation dès le début de la page, il est déjà là, quoi. Ça marche déjà. Donc ça ça fait partie des différences. Et la qualité des librairies est quand même
franchement bonne, mais voilà, dans tous les cas, tu vas payer tu vas payer ça, le coût de démarrage. Et ensuite, bah, ton JavaScript, tu peux facilement te planter. C'est-à-dire que avant de démarrer ton animation, par exemple, tu vas commencer à mettre du tracking. Est-ce que l'utilisateur il a cliqué ou pas sur le menu, par exemple. Bah oui, mais le tracking, faut qu'il se déclenche. Donc c'est encore une fois, c'est 10 millisecondes sur ton PC de dev. Et puis ça va être 150 millisecondes sur un Android. Bah là, du coup, ça veut dire que l'utilisateur il a un petit lag. Et voilà, donc alors que si tu avais lancé ton animation CSS, puis tu avais exécuté ton tracking, ça marche. Puis historiquement, on a eu des monstres de librairies comme Masonry, par exemple, pour faire ce qu'aujourd'hui on fait on ferait avec du Flexbox et ce genre de choses. Qui ont eu leur utilité, mais qu'il fallait aller travailler au corps pour que ce soit performant, quoi. Et donc, toute cette partie qualité, en fait, ça fait partie de la qualité de ton projet web. À quel point ça participe à la réussite de ton projet, de ton produit? L'avantage de la perf, c'est qu'on a été capable de mesurer, en tout cas sur les chiffres de performance. Alors effectivement, c'est compliqué de prouver qu'un design est meilleur qu'avant. C'est compliqué que l'accessibilité fait en sorte que tu gagnes de l'argent. Sur la perf, on a eu de la chance depuis les années 2010. On avait vraiment des études même un peu avant d'ailleurs. On avait des études un peu pointues qui disaient j'ai gagné tant et ça m'a fait gagner tant en sous ou en taux de rebond, ce genre de choses. Donc on sait que ça participe. Et effectivement, juger à quel point c'est bon, ça peut être compliqué à faire parce que généralement tu passes beaucoup de temps dans tes propres analytics pour essayer de faire la différence entre tes pages qui rament pas, ou entre des populations qui rament ou pas, mais du coup ça veut dire qu'il faut éliminer le bruit. Est-ce que tu vois, tu fais moins de chiffre d'affaires sur les Android que sur les iOS, mais est-ce que c'est parce que les gens qui s'achètent des iOS ont un meilleur pouvoir d'achat, ou est-ce que c'est parce que ça rame? Et donc t'as plein de questions comme ça où il faut vraiment passer beaucoup de temps dans les analytics pour essayer de prouver que ce que t'as fait est utile, quoi. Donc mais cela dit, je me dis il y a quand même des gens qui se posent pas ce genre de questions. Beaucoup en France, je trouve que le marketing, quand quand il va choisir une nouvelle régie pub, la question de la rentabilité, elle est pas, ou quand ils mettent deux ou trois solutions de test AB en production, il y a t'as pas l'impression qu'ils se posent la question de si ça va être rentable là tout de suite ou pas. Le nombre de fois où on leur dit, au fait, vous l'utilisez encore, ils disent ah bah non, ça fait un an que c'est là. Ok, bon bah ouais, donc tu t'es pas posé la question de la rentabilité, quoi. Alors que nous, côté IT, côté dev, on est un centre de coût plus qu'autre chose. Et donc, effectivement, t'es obligé de justifier des choses qu'on ne demande pas forcément à d'autres départements, quoi. J'ai l'impression que les polices sur le web, ouais, c'est pas encore un truc qui est complètement hacké, nickel, et qui est peut-être encore un sujet un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué d'avoir une police comme on a une police, on peut facilement changer de police dans son logiciel d'édition de texte? on va dire que comme tu as beaucoup d'options côté dev, les devs peuvent choisir soit, par exemple, de respecter la police qui a été choisie sur l'OS. Donc par exemple, si t'as un utilisateur qui est dyslexique, qui a choisi de mettre une police qui lui correspond, tu pourrais très bien avoir cette police-là sur le site web, et du coup, il va lire ton site web plus facilement. Mais ça, les devs, ils le savent pas. Déjà, d'une part. Les designers sont pas au courant, les product owners sont pas spécialement au courant. Donc déjà, t'as un manque de formation qui est peut-être lié à ce que tu disais tout à l'heure sur CSS. C'est-à-dire que CSS est sous-considéré parce que ça reste du design, et du coup le design est soit géré par les designers, soit par le produit parce qu'il n'y a pas forcément de designer qui est là, et ils savent pas tout ce qu'on peut faire. Donc les fonts, ouais, ça peut être compliqué, déjà parce que c'est des pixels, donc tout le monde va avoir une opinion sur les pixels. Donc tu vois, donc il y a des débats. Et après, techniquement, on a quand même réglé pas mal de choses.
On a réglé pas mal de choses, mais là aussi, faut aller voir les détails. Si ta police ressemble un peu à de l'Arial, et que tu veux que ton texte s'affiche immédiatement parce que t'es pas bête, parce que t'as envie que ton utilisateur lise ton contenu d'abord avant tout. Donc ça, c'est un choix volontaire qu'il faut faire. Et une fois que tu l'as fait, ça veut dire que tu as un utilisateur qui va voir d'abord l'Arial, puis ta police à toi. Si elles sont très différentes, il faut aller corriger à la main en CSS. C'est possible aujourd'hui, hein. Ça existe, c'est juste que les devs le savent pas forcément. Euh, donc, donc ouais, c'est du design, donc tout le monde a une opinion. C'est techniquement relativement facile, mais assez peu de gens savent tout ce qu'on peut faire. Euh, et, euh, et comme en plus, c'est surtout un problème au moment du chargement. Encore une fois, quand t'es dev, les temps de chargement, tu les vois jamais. Hein. T'es en local, ça marche bien. Donc ouais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et pendant longtemps, mais le problème est quasiment réglé aujourd'hui, pendant longtemps, il y avait aussi l'idée qu'une police, c'est du print. Donc du coup, on prenait les polices telles que livrées par les fondeurs, les gens qui fabriquent de la fonte, et ils te livraient des polices de entre 100 kilos et 1 méga, quoi. Donc c'était pas web-friendly, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, c'est quoi la roco si on doit choisir une bonne police? C'est-à-dire, en gros, c'est son poids ou où elle est, où il y a des standards. Si tu veux choisir une bonne police, d'abord, tu commences par le design, voilà. Donc oui, bien sûr. Là-dessus, j'ai Mais si tu dois donner 2-3 recos perf à ton équipe design. Les recos perf, ça va être affiche le texte avant tout, donc font display swap qui te permet, qui t'autorise de le faire. Il y a deux trois variantes hein, sur le font display, donc choisis la bonne, mais typiquement, t'as un site de contenu, c'est font display swap, donc t'affiches ton texte. Ensuite, quand ton texte, t'as une différence entre ta police actuelle et la future. Tu peux aller utiliser le font size adjust, qui est une petite propriété qui te permet de varier la taille des caractères de l'Arial, par exemple, pour que ton Arial ait exactement la même taille, enfin exactement 99% du temps en tout cas, et donc la même taille que ta police finale. Et donc ça évite d'avoir des titres qui d'un coup passent de 2 à 3 lignes, d'avoir des paragraphes qui sautent, ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir une belle stabilité visuelle. Il y a une métrique que Google a inventée qui s'appelle le Cumulative Layout Shift, qui te mesure ce truc-là, qui compte pour le SEO, donc c'est pas juste pour l'utilisateur en plus. Donc ça c'est cool. Et après ouais, effectivement t'as les questions de poids. Typiquement si pour les langues européennes, si ta fonte elle dépasse les 20 kilos, c'est qu'il y a un souci. C'est que t'as pas enlevé des caractères qui vont pas te servir. Donc si tu as une distribution internationale, genre tu fais du coréen, du cyrillique, de l'hébreu, en fait tu vas diviser tes fichiers en autant de langues, enfin pas de langues, de familles de caractères que tu gères. Typiquement pour un site européen de l'Ouest, hors Portugal, hors Grèce, t'as 250 caractères. 250 caractères en format WOF2, t'en as pour moins de 20 kilos, c'est sûr. Tu as parlé de SEO. Est-ce que la WebPerf, c'est pas devenu aussi un sujet avec Google, en fait? Alors, là, je dois bien avouer que Google nous a mâché le travail. En 2020, donc Google a annoncé, à partir de maintenant, la performance compte. Il l'avait déjà annoncé 10 ans avant, mais tout le monde s'en foutait. Mais là, ils ont dit non seulement ça compte, et en plus, voilà les 3 chiffres qu'on va utiliser, les 3 métriques qu'on va utiliser pour vous juger. Et là, effectivement, c'était le branle-bas de combat. Je me souviens qu'effectivement, pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup d'évangélisation et j'étais pas le seul. Et la performance, c'était un truc de convaincu, et c'était souvent un truc qui venait non pas du produit, mais des techs. Parce que les techs aiment la perf, les techs aiment les optimisations. Et mine de rien, les tech front aiment bien l'expérience utilisateur réussie, quoi. Ça permet de... Bon, bref. Et effectivement, 2020, 2021, Google est arrivé, a dit, voilà, maintenant ça compte pour le SEO. Et à partir du moment où le SEO a pris le sujet, en disant c'est Google qui l'a dit, là d'un coup ça t'ouvre plein de portes, ça t'ouvre des budgets que l'IT a pas, les budgets marketing, parce que SEO égale marketing, égale beaucoup d'argent, égale support des N+1, des N+2, des N+3, enfin des gens qui sont pas là que pour le web, hein, qui sont là pour faire tourner une boîte. Et
Et ouais, du coup, petite révolution intellectuelle, non pas dans le domaine de la perf, mais plutôt dans le domaine de comment est-ce qu'on percevait la performance. Là, d'un coup, tout le monde s'est dit, ouais, ok, c'est peut-être important. Donc, ouais, un très bon, très bon move de Google. Et effectivement, donc, il a été prouvé que oui, ça peut être utile. Il a aussi été prouvé que c'était utile à la marge. C'est-à-dire, c'est un critère de chez Google. C'est un des critères de chez Google, quoi. Alors, ouais, je vais un peu nuancer. Pour du référencement classique, effectivement, c'est un des critères de chez Google. Donc, si ils appellent ça un tiebreaker, c'est-à-dire si t'as, en théorie en tout cas, si t'as deux sites qui se valent en termes de poids dans l'algo Google, effectivement, peut-être que l'un qui est bien plus performant que l'autre, ça va changer quelque chose. Maintenant, t'as des sites pour lesquels c'est vital de respecter les critères officiels de chez Google. Ce sont ceux qui dépendent donc tu sais quand tu fais une recherche, certaines recherches, t'as un petit carrousel qui est tout en haut de la page. C'est la position 0, quoi. C'est avant le premier résultat, t'as un petit carrousel, typiquement dans les news. Hein. Si tu tapes, j'en sais rien, grève ou Covid, tu devrais. Ou les éléments de shopping. Ouais, où t'as les éléments de shopping. Donc tous ces trucs-là, en fait, pour être là-dedans, il faut respecter les 3 critères de perf, hein, les 3 métriques de perf de chez Google. Donc effectivement, il y a là dans ce cas-là, si ton business dépend de ça, t'as un vrai intérêt à le faire. T'as ça, t'as aussi Search et Discover. On s'en est rendu compte là, puisque Android a mis pas mal commence à balancer pas mal d'informations sur des notifications. Ça passe par Discover. Discover, du coup, c'est les news. Et bref, si tu as un site de news, il est hautement probable que tu dépendes de Discover aujourd'hui et que donc tu dépendes notamment de ces 3 critères, de ces 3 métriques de perf. Ouais. Il y a des vrais liens qui ont été avérés. Ouais. Il y a un lien secondaire aussi. Ça participe à l'expérience utilisateur, ça fait moins de rebonds. Absolument. Et Google est hyper sensible à ça, en fait. Tout à fait. Et ça fait 20 ans que Google et les autres moteurs de recherche d'ailleurs le disent. C'est nous on regarde le taux de retour sur la page. Donc si les gens viennent sur votre site et reviennent derrière et vont sur le lien suivant, on sait pas pourquoi, mais en tout cas votre site correspondait pas à la requête visiblement. Et en perf, on sait qu'on a des taux de rebond qui peuvent être assez élevés sur certains métiers, qui peuvent être assez élevés du moment que t'as de la mauvaise performance. S'il te faut 1, 2 ou 3 secondes pour commencer à afficher le site, hein, je parle pas d'un temps de chargement, je parle juste d'afficher les premiers pixels, bah tu sais que t'as 10, 20, 30% de taux de rebond. Donc ça, c'est autant d'utilisateurs qui reviennent sur la page de Google Search. Google l'interprète comme ça correspond pas à la requête. Donc effectivement, tu vas t'auto-déclasser dans les résultats de recherche. Ouais. On a dit qu'on allait parler d'éco-conception. Ouais. On vient t'embêter pour quel type d'intervention? C'est quoi l'idée initiale? Alors moi, du coup, je suis spécialisé front-end, donc effectivement, on parle de front-end. Et l'idée, c'est que alors ça se justifie déjà sur les chiffres globaux quand tu vois le poids de l'IT dans les émissions de gaz à effet de serre, dans la consommation d'eau, dans la consommation d'énergie. Le poids de l'IT, qui a dépassé le poids de l'aviation quand même, hein, en termes d'impact, en termes d'impact écologique, et ça continue d'augmenter bien plus vite que l'aviation. Bon. Et quand tu regardes un petit peu plus dans le détail, tu passes au niveau d'en dessous, tu te rends compte que la majorité du coût écologique de l'IT, c'est les terminaux. Donc les téléphones que les gens achètent, et éventuellement les desktops, même si on est beaucoup moins dans le monde à acheter des desktops, et tous les objets connectés. Et du coup, quand t'as un service numérique, tu sais que tu vas agir sur tes serveurs, ce que tu faisais déjà pour des raisons économiques. Donc c'est important, mais tu sais que dans tous les cas, si t'es le site lambda, on va dire, les 3/4 de ton empreinte écologique ne se situe pas sur tes serveurs, elle se situe chez tes utilisateurs. Et comment est-ce qu'on empêche un utilisateur de pas acheter un téléphone tous les ans? Et ben on va lui proposer de la compatibilité. Ça c'est un truc que les devs détestent faire. C'est-à-dire que ton application, elle doit marcher sur des. Alors il y a un critère qui est futurement officiel, c'est ton application, donc ton web aussi, doit marcher sur des matériels d'il y a 5 ans.
Là, ça fait partie, c'est un des critères du RGESN, du référentiel général d'éco-conception des services numériques. Et donc 5 ans, c'est loin pour la plupart des devs. Hein. Là aujourd'hui, par défaut, les devs front-end vont cibler un Chrome qui a de 2 ou 3 versions, tu vois. 5 ans, on parle pas de 2 ou 3 versions, on parle plutôt de 20 ou 30 versions. Pareil pour les versions d'iOS, puisque les versions d'iOS 12 et 13, enfin je me souviens plus des numéros de version exacts, mais c'est pas du tout les mêmes features qu'aujourd'hui. Donc tout ça, donc ça c'est la compatibilité. Et ensuite, côté perf, faut bien comprendre qu'un utilisateur va changer son téléphone, qui est un coût. Hein. Il y a des gens qui changent par plaisir, mais la majorité des gens changent parce qu'ils doivent le changer. Ils sentent que le truc est obsolète. Et une des manières de comprendre que ton téléphone est obsolète, c'est tu vas sur un site et ça rame de fou. Donc là, tu te dis, ok, je vais m'offrir un nouveau truc. Donc nous, l'impact, il est là, c'est que en empêchant, enfin, en ayant une expérience utilisateur qui est fluide, les gens se disent pas que leur téléphone est obsolète. Et bien sûr, il faut que ce soit fonctionnel. Donc ça, c'est les 2 gros trucs. Ça, c'est la majorité de l'impact. Et après, effectivement, sur le côté, t'as des trucs plus mesurables, genre, moins t'as d'exécution, moins t'as de CPU, et donc moins tu vas consommer de batterie. Même si, quand tu regardes les proportions, c'est un peu à la marge, hein, puisque ce qui consomme sur un téléphone, c'est surtout l'écran. Affichage. C'est l'affichage, ouais. D'ailleurs, il y avait tout un débat sur est-ce que le dark mode est plus optimisé ou pas. Débat qui se règle en se disant en fait ça dépend du type d'écran, si c'est l'OLED ou pas. Enfin voilà, on est vraiment à chaque fois, on est vraiment dans les détails. Mais bon, globalement de toute façon, ce qui compte, c'est pas tant la consommation de la batterie, c'est plutôt le fait que t'aies un nouveau téléphone ou une nouvelle batterie. Ça, c'est vraiment le gros de l'impact, quoi. Quand on regarde les outils, il existe des outils d'évaluation de l'éco-conception, ouais, de ton site internet. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore, on est un peu au début de l'histoire de ce genre d'outils. Ouais. Parce qu'en fait, ils renvoient pas forcément les mêmes résultats pour des situations similaires. Parce qu'ils évaluent pas forcément les mêmes critères. Comment tu peux relativiser? Est-ce que toi, tu as des recos à faire? Si on doit regarder un indicateur, ça serait lequel? Si on veut commencer à s'informer, voilà, c'est... Alors, effectivement, t'as plein de... Alors, le plus connu, hein, c'est EcoIndex, qui a été fondé, qui a été écrit par Green IT il y a moins de 10 ans, je dirais. Mais en tout cas, voilà, c'était les premiers et ils ont fait beaucoup, du coup, pour l'évangélisation là-dessus. Et donc la formule est officielle, hein, puisqu'elle est open source et tout. Et effectivement, quand tu regardes la formule, elle est hautement critiquable. Les métriques de base, c'est le nombre d'éléments dans le DOM qui compte. C'est le poids transféré, ça compte aussi. Le nombre de requêtes, ça compte aussi. Mais quand tu regardes les papiers scientifiques, ou quand tu regardes même technologiquement le nombre de requêtes, tu vois, si la plupart des sites ont switché sur HTTP2, le nombre de requêtes n'est plus aussi signifiant. Le poids, est-ce que c'est important? Évidemment que ça l'est de manière globale, mais c'est pas forcément déterminant quand ton pays est couvert entièrement en 4G quasiment entièrement en 4G comme la France. Donc il y a et le nombre d'éléments du DOM. Effectivement, c'est une preuve de complexité, mais par exemple, il manque aujourd'hui, on serait plus sur le temps d'exécution de JavaScript. Donc c'est critiquable. Maintenant, je me suis tapé il y a pas longtemps du coup un peu de la littérature scientifique pour essayer et de la vulgarisation surtout pour essayer de comprendre comment ça marchait. En fait, il n'y a pas encore d'algo officiel ou de formule de calcul qui te dirait ton site consomme tant. Et pour des raisons pratiques, en plus, tous ces outils vont te prendre une page, un affichage, ce qui en soi est critiquable parce que les gens ne font pas qu'un affichage de page. Il va y avoir du cache ou pas. Va y avoir de la navigation. Si t'as des services un peu spéciaux, genre du streaming, c'est l'affichage de page, c'est négligeable par rapport à tout le reste. Donc, c'est hautement critiquable. Mais t'es bien obligé de partir avec quelque chose. Donc, moi, ce que je fais, c'est de se dire, ok, on va en prendre une ou deux solutions qui va nous servir de warning.
quand il te met un chiffre genre ta page a émis 5 grammes de CO2, ok, tu sais que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux, mais personne n'est capable de dire quelle est la vérité. Donc, tu vas garder ce chiffre et dans un coin, ne serait-ce que pour des raisons de communication interne, hein, c'est très important. Et à côté de ça, ce qu'on fait, c'est regarder les métriques de base qui elles vont servir à l'algo actuel ou aux futurs algos, aux futures méthodes de calcul. Tu vas regarder le poids transféré, tu vas regarder le taux de mise en cache, tu vas regarder le total blocking time, donc c'est le temps pendant lequel tu surcharges ton CPU, donc le processeur utilisateur. Tu vas regarder la quantité de JavaScript que envoyé, et donc ça tu te le stockes dans un coin, et à côté de ça t'as toutes les métriques de perf, hein, les classiques, first input delay, interaction to next paint, largest contentful paint, donc ça c'est plus pour l'expérience utilisateur, mais ça compte, cette expérience utilisateur là elle compte dans tous les cas, puisque plus c'est lent et plus les gens vont changer de téléphone. Et à côté, ouais, tu vas te garder les petites métriques techniques qui te permettent de faire si par exemple dans 6 mois, 1 an, on a des formules de calcul qui changent, bah tu vas pouvoir reprendre ça et te dire voilà, on en était là. Et ensuite, ce qui va compter, du coup, c'est l'évolution. C'est évidemment, tu vas viser à la baisse et tu vas éviter les régressions trop fortes, quoi. Donc c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui côté client. Côté serveur, j'ai l'impression que ça commence à se tasser un peu. Enfin, ça commence à il commence à y avoir un peu consensus. Déjà t'as les gros fournisseurs de cloud américains qui, eux, de toute façon, se font attaquer en justice et qui sont bien obligés de te sortir des calculettes pour te dire voilà combien ton service consomme de CO2 et d'électricité, etc. Aujourd'hui, ils sont pas du tout raccords entre eux, ils ont pas les mêmes formules, mais on peut supposer que si la législation évolue en Europe, et probablement que de toute façon ils vont se faire attaquer aux États-Unis sur plein de choses, ils vont peut-être finir par s'accorder sur une même méthode de calcul. Et t'as des initiatives comme Boa Vista avec un Z au milieu, qui sont des ingés français qui ont épluché toute la littérature scientifique pour te dire bah si t'as une instance Amazon EC2 qui tourne pendant X jours, et ben ça t'a coûté tant en émissions de CO2 à l'utilisation, et pour fabriquer ce truc-là, cette machine qui te sert qu'à toi, ben il a fallu consommer tant d'eau, tant d'énergie, tant de terres rares et tant de CO2. Donc voilà où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu le même sujet que la perf tout court, c'est-à-dire en fait le chiffre réel, il faut savoir le prendre avec des pincettes. Ce qui est important, c'est la tendance, c'est comparer deux choses, c'est de prendre le chiffre et de comprendre qu'il y a d'autres choses qu'il faut regarder à côté. C'est ça. C'est comme tout à l'heure, tu parlais du temps de chargement, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en perf aujourd'hui, on est quand même sur de la maturité, c'est-à-dire que les chiffres, en gros, t'as une grosse dizaine de métriques. Et elles sont toutes très très proches de l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, après plus de 15 ans, parce que en gros la perf ça date de 2006, 2007, un truc comme ça, quand c'était chez Yahoo, et où j'étais pile au bon moment. Donc ça date de cette époque-là, et maintenant on a suffisamment de recul pour se dire, voilà, ça c'est des bonnes métriques, mais déjà juste c'est des métriques réalistes, et juste avec ce réalisme-là, on en a déjà 10. Voilà. Sur l'éco-conception, sur la sobriété numérique, clairement on en est au début, quoi. C'est-à-dire que le modèle scientifique est pas encore là. Il y a beaucoup de propositions différentes qui sont toutes valables, et pour l'instant c'est compliqué de trouver un vainqueur. Et j'imagine que d'ici 5 ans on aura trouvé, mais peut-être qu'il sera trop tard. Donc effectivement, il faut, si on veut s'y mettre, c'est aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, tout en se disant que ça ne peut que bouger. Là, c'est évident que ça ne peut que bouger. Tu as parlé d'accessibilité. Je voudrais bien qu'on en parle un petit peu aussi, parce que c'est partie un peu de la qualité web. Et
c'est pourquoi c'est important l'accessibilité, pourquoi il peut y avoir des discussions entre performance et accessibilité, entre conception et accessibilité. Comment tu arbitres l'ensemble? C'est des questions qui peuvent se poser en fait quand tu commences à intervenir sur ce genre de sujet. Ouais, alors moi je suis pas spécialiste accessibilité, mais dans tous les cas, ça fait partie des questions que tu es obligé de te poser parce que, comme tu dis, ça fait partie de la qualité web. Quand tu fournis un projet, t'as envie qu'il soit de qualité et t'as envie que tout le monde puisse l'utiliser. Enfin, si tu penses que ton service est utile, et si tu ne le penses pas, je t'encourage à changer de métier tant que l'IT est encore en plein emploi. Euh, mais euh, donc comment ça s'arbitre par exemple avec de la perf? Alors généralement je dis que la performance ça fait partie des choses qui rendent un site accessible. C'est-à-dire que si ton site rame, ou ton site est très lourd, le fait est que tu exclus des gens qui n'ont pas un super matos ou qui se trouvent avec une 4G qui est toute faiblarde ou qui sont dans une ADSL. Il y a un truc qui est hallucinant, c'est en France, on a grand pays moderne, extrêmement bien câblé, avec de la 4G quasiment partout. T'as quand même des coins de France, t'as 10% de la population qui a une ADSL, la même ADSL qui a 20 ans, hein, le même fil de cuivre en tout cas, qui a des ADSL de moins de 2 mégabits seconde. Moins de 2 mégabits seconde, charger un site, c'est compliqué. Tu peux à peine, tu passes juste le critère pour regarder la télé en bas débit, mais charger des sites, c'est très long, quoi. Donc voilà, donc faut pas oublier ces gens-là. Et là, je parle que de la France parce que évidemment, quand tu vas dans d'autres pays, même européens, hein, tu prends un pays comme la Suisse ou la Grèce, qui n'ont rien à voir l'un entre l'autre, sauf le fait que le prix du gigaoctet mobile, il est 10 fois supérieur à celui de la France. Et donc, servir des pages un peu lourdes, bah, ça veut dire que tu ne parles qu'à une certaine partie de la population. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le lien que je fais, le lien positif que je fais entre accessibilité et performance et du coup sobriété, hein, puisque là, on parle de poids, on parle de ne pas balancer tout d'un coup, quoi. Et ensuite, l'autre lien, il est plus côté projet, côté fonctionnel, c'est essayer de penser à l'utilisateur pendant la conception de ton service. Pendant le développement de ton service en tout cas. Donc, je sais que les gens de l'access ont du mal à justifier du prix de l'accessibilité parce que pourtant il y a des arguments qui existent. Hein. Il y a plus de 10% de la population qui est en situation temporaire ou définitive de handicap. Si tu prends ne serait-ce que les gens ne serait-ce que les color blindness, comme on dit ça. Enfin, tu vois, tous les... Ouais, qui ont des difficultés visuelles. Enfin, qui ont des difficultés visuelles, ne serait-ce que pour les couleurs. Déjà, c'est 10% des hommes. Et puis chacun ont leur... et chacun a sa manière... Enfin, et plus ou... Donc, effectivement, les chiffres sont assez gros. Mais pour regarder les copains qui font de l'access, oui, ils galèrent quand même beaucoup à justifier quand même des projets accessibilité. Peut-être que la réponse se trouve côté formation, mais mais aujourd'hui les formations web en tout cas ne font que répondre à des demandes d'entreprises. Côté formation, effectivement, sensibiliser à ce qu'il faut faire côté intégration la plupart du temps pour générer du HTML qui est lisible et correct. Oui, c'est peut-être par là que ça devrait passer. Sinon, ce qui se passe, comme aux États-Unis ou comme pour les services publics en France, c'est la loi, la loi qui vient de sanctionner. Aux États-Unis, on est plutôt sur des procès d'associations d'handicapés qui attaquent les services. En France, on est encore sur du service public qui a l'obligation de faire un certain nombre de choses hautement critiquables, hein, puisque si j'ai bien compris, en gros, ils ont l'obligation de tester leur accessibilité, mais pas forcément de rendre le site accessible ou de donner des informations sur l'accessibilité. Mais voilà. Bon, c'est c'est un peu rageant. Alors, quand on dit aux États-Unis, ça peut être
toi, ta startup en France, ou enfin ton entreprise en France, qui a un marché aux États-Unis, en fait, Oui, qui a un service qui est utilisé aux États-Unis. C'est du moment que t'es attaquable légalement par des assauts de consommateurs, hein, concrètement c'est ça. Oui, effectivement, là-bas ça marche bien parce que il y a un côté réflexe. C'est comme ça qu'ils se font entendre. En France, on est plus, en Europe de manière générale, on est plus à essayer de faire confiance, à essayer de faire bouger la loi. Mais bon, peut-être que les choses vont bouger là aussi, j'en sais rien. En tout cas, nous, on voit des entreprises qui sont de plus en plus sensibles à avoir leurs services qui sont accessibles parce que elles sont présentes sur le marché américain. C'est quelque chose qui est plus lié au monde réel, on va dire. Tout à fait, ouais. Moi, j'ai une question par rapport aux outils. Ça peut être des outils de perf ou des outils de conception, etc. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'avoir un problème du type, tu fais une optimisation, enfin, tu fais une amélioration qui dégrade ta note, et comment tu expliques les choses, comment tu gères cette situation où il faut que tu expliques à un décideur que volontairement tu as décidé de dégrader ta note, mais c'est pour le bien de tes utilisateurs. Généralement, c'est rare quand je tombe sur ce problème-là parce que ceux qui viennent me poser des questions, effectivement, ils vont me mettre un rapport Lighthouse ou un rapport Eco-Index en face de moi. Avec le temps, effectivement, il a fallu que je dépiote les algos des outils automatisés pour dire et les gens m'entendent parce que ils en sont déjà au stade où ils se rendent compte que c'était pas assez. Mais voilà, donc c'est ma bulle filtrante, hein, tu demandes à un auditeur, à un expert de venir parce que tu sais que t'es arrivé au bout de ton modèle gratuit avec des outils pour tout le monde. Donc on va dire j'ai pas trop à me battre, mais donc ça c'est le décideur, en tout cas c'est la personne qui m'a demandé de venir. Maintenant derrière lui, il faut quand même que je justifie au N+1, N+2 ou au département d'à côté, typiquement le SEO, de pourquoi est-ce que la note elle est pas si meilleure que ça qu'avant. Tu prends le temps de l'expliquer, hein, ça se fait en 2-3 minutes avec des slides en expliquant que voilà, il suffit d'être factuel, hein, c'est pas la peine d'attaquer en disant c'est de la merde, machin. Non, c'est juste voilà comment ça marche. Et dans ce cas-là, je sais pas, par exemple, votre note Lighthouse, elle est moins bonne qu'avant parce que la manière dont ce truc-là est calculé, ça se fait pas sur le bon élément, alors que vous, ce qui intéresse vos utilisateurs, et on le sait parce qu'on a des dialogues avec le PO, qu'est-ce qui est important sur la page, c'est pas l'élément qui est pris en compte par Lighthouse, par exemple. Ou alors, la Lighthouse vous dit que vous êtes bon, mais en fait, le third party, donc la régie pub par exemple, se déconnecte dès qu'elle voit un Lighthouse. Du coup, elle n'est pas non, parce que c'est ce qu'ils font, quand ils voient le user agent, oui, quand ils voient le user agent, le user agent, web page test ou Lighthouse, ils se disent non, j'ai pas, c'est pas bon, alors déjà. J'imagine que c'est surtout pour disparaître des radars, mais c'est aussi en se disant, je vais pas afficher de la pub à un robot. Oui. Donc j'entends. Ouais, c'est d'optimisation de ressources quelque part aussi. Mais du coup, effectivement, quand tu sais comment ça marche et que toi, tu essaies de tester en conditions réelles, effectivement, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Et donc ça s'explique. Hein, les gens sont quand même intelligents. Et puis après derrière, tu dis voilà ce qu'on fait. Et normalement, t'as suffisamment de matière pour que les gens disent il doit avoir raison quand même. Bon, après ils sont venus te chercher pour ça, mais en fait le principe c'est l'outil n'est pas forcément celui qui a toujours raison en fait. Alors, tu peux faire quelque chose où l'outil il est pas content, mais tu fais sciemment en fait. Là effectivement je me retrouve là c'est vrai que donc en termes de maturité on est plutôt bien, et ça fait quelques années déjà que les gens m'appellent en disant j'exécute le rapport, il me dit des trucs, on sait pas on sait pas si on a fait mieux ou pas qu'avant, ou alors et là effectivement tu es obligé de passer en mode manuel en disant ça il a raison, et puis ça il a pas raison. L'outil des fois il a raison, des fois il a pas raison. Là il te dit de faire ça, fondamentalement il a raison sur le principe, mais en vrai ça va pas changer grand chose dans ton affichage de ta page à toi. Mais bon, c'est bien, ça nous laisse encore un peu de travail à nous humains. Je suis impatient
non, je suis pas du tout impatient. Je m'attends à ce que dans les mois ou dans les années qui viennent, t'as des gens qui génèrent des rapports de performance qui ont l'air ultra solides, uniquement à base d'IA générative de texte. Et c'est-à-dire que ça va sonner, je sens que ça va sonner crédible, mais non, tu peux pas, quoi. De toute façon, un rapport fait avec ChatGPT, un truc comme ça, il paraîtra très solide. Tu peux pas savoir s'il est juste ou pas. Son principe, c'est pas d'être juste ou pas. Son principe, c'est de faire en sorte que le texte paraît hyper crédible. Mais à tout coup, il a des énormes... Et c'est fort probable d'ailleurs qu'il y ait des énormes âneries au milieu. C'est le principe. C'est pour ça que utiliser ce genre d'outils, il faut être en expertise. C'est-à-dire, si tu utilises quelque chose, c'est un domaine où t'es pas en expertise, t'es pas à l'abri au milieu, il y a un truc qui est complètement faux. C'est ça. C'est parce que c'est pas le but d'être juste. Donc ouais, non, tu vas avoir des beaux rapports crédibles qui peuvent avoir des énormes boulettes au milieu. Et en plus, tu vois, je t'ai cité Lighthouse, mais c'est ce que les gens utilisent. Moi, je l'utilise pas. Ou alors, j'utilise en fin d'audit, histoire de voir si j'ai pas oublié un truc, éventuellement, mais Toi, tu préfères quel outil quand tu veux tester une note? Il y a deux gros outils. Alors, il y a plein de petits, des petits outils sur le côté qui te permettent de faire des checks rapides, mais les deux gros outils pour faire de l'analyse, ça va être les Chrome DevTools pour la partie exécution de JavaScript, et Web Page Test, qui lui est pour la partie affichage. Donc vraiment, à quelle vitesse la page s'affiche. Là, t'as tes requêtes HTTP, tu sais pourquoi, tu sais quand est-ce qu'elle arrive. En face de ça, tu mets en lien tout le profiling CPU pour savoir, alors attends, là, le truc il est téléchargé, mais il est pas exécuté. Pourquoi? Ah oui, c'est parce qu'il y a un autre JavaScript qui s'exécute à ce moment-là. Donc là, tu vois, t'as toute la chronologie. Et comme c'est exécuté sur des machines dédiées, t'as beaucoup moins de variabilité que sur un Lighthouse que t'exécuterais sur ta machine à toi qui, elle, bouge tout le temps. Donc ça, c'est les deux gros outils des pros, quoi. Et après, oui, t'as plein de petits outils sur le côté qui vont te faciliter un petit peu la vie de l'auditeur, mais voilà, les fondamentaux, c'est ce que je fais en formation, c'est ce que je fais en audit, c'est ce que je fais avec les devs quand on est sous le coude. Plus jamais, enfin, t'ouvres pas Lighthouse, tu démarres un web page test, tu démarres ton Chrome DevTools et tu vois ce qui se passe, quoi. On a parlé d'animation tout à l'heure, mais on n'a pas parlé d'animation 3D. Il y a des différences énormes entre mobile et desktop. Comment tu gères cet écart qui peut être compliqué quand tu as un site qui doit marcher aussi bien sur desktop que sur mobile, et où au niveau animation 3D, tu as des possibilités sur smartphone qui sont différentes des possibilités que tu peux avoir sur un ordinateur lambda, plutôt ordinateur portable, on va dire, un lambda moyen de marché ou bas de marché. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce point? Alors, la 3D, moi, j'en fais pas. Hein, Non, mais je te parle. Après, oui, t'as les animations un peu qui sont de la 2D, mais qui ressemblent à de la 3D. C'est-à-dire que la 2D, tu vas tout faire en CSS. Et effectivement, tu peux donner des effets de profondeur. Quand t'es un vrai graphiste, un vrai animateur, effectivement, tu sais faire ce genre de truc. Mais effectivement, sur des petites machines, tu vas commencer à vite taper les limites. Si t'as pas les bonnes properties CSS qui sont utilisées, ou alors si ta librairie JavaScript que tu utilises, parce que c'est vrai que on va plutôt utiliser ce genre d'outil. Si ta librairie est mal paramétrée, tu vas vite te retrouver avec ça. Et bon, bah là, tu utilises encore une fois les Chrome DevTools pour essayer d'aller voir sur un vrai téléphone, hein, parce que le problème de l'émulation mobile, c'est que ça peut pas tout émuler. Il faut savoir qu'un émulateur, un émulateur mobile sur un desktop, par exemple, quand tu lui demandes ralentis-moi le code pour faire comme sur un mobile, bah il va pas te le ralentir de la même manière qu'un CPU ou un GPU de mobile est lent. Il se contente d'injecter un petit timer dans les fonctions, donc c'est ou tout. Inversement, c'est-à-dire si t'as un iPhone qui a un GPU qui est un peu plus utilisé pour ça. Ah oui, alors les iPhones en plus c'est des monstres de puissance, hein. Enfin, je me rends compte en faisant, enfin je ne teste pas sur iPhone du tout parce que bon, déjà parce que la majorité du temps en France en tout cas le marché est pas là. Et même quand tu vas chercher dans les même si tu vas sur des sites de luxe, hein, j'ai fait des grandes marques où effectivement t'as plus de la moitié des gens ou les 3/4 des gens qui sont sur du Apple.
Bah, n'empêche que les 25% de gens qui sont sur Android, là, avec des petits téléphones, ils veulent quand même acheter leur bac de luxe, tu vois. Donc, Bah oui. les laisse pas de côté. Donc, t'es obligé de tester là-dessus. Et effectivement, Bah oui. tu te retrouves avec des temps d'exécution qui sont bien moindres, quoi. Comment tu testes comment tu fais pour avoir les chiffres réels de ton téléphone? Tu sors un câble USB. Donc, ouais, tu prends effectivement. Alors, déjà, tu prends un téléphone un peu réaliste, pas un téléphone de dev. Donc, pas un téléphone de CSP+, tu vois. C'est quoi le téléphone moyen en France quand tu veux tester? Ça va être un. Alors, il y a un an ou deux, je t'aurais dit un Galaxy S8. Donc, c'est un téléphone qui, à l'époque, valait 150, 200 euros. Donc, aujourd'hui, on est toujours sur ces ordres de prix-là, c'est-à-dire Android 150, 200 euros. D'accord. Et maintenant, on est plus sur des marques un peu chinoises qui sont pas mauvaises, hein. Mais voilà, la vitesse d'exécution, c'est ça. Si tu veux, si t'en sais rien, soit tu te balades dans un magasin, soit tu vas sur la page top vente mobile d'Amazon France, par exemple. Et là, tu verras ce qui s'achète et tu vas vite voir que on est autour des 200 balles et tu vas facilement trouver un modèle qui te correspond. Et une fois que tu as ça, effectivement, ça te permet d'avoir un vrai device physique qui te coûte 150 euros. Tu t'achètes sur Back Market évidemment, faut l'acheter sur Back Market, ça te permet de faire des économies d'argent, mais surtout, ça t'évite d'avoir à fabriquer un nouveau téléphone. Exactement. Et d'ailleurs, c'est là que tu te rends compte aussi, en regardant les analytics de mes clients, que tu vois, effectivement, on achète des iPhones, mais la durée de vie des iPhones, c'est beaucoup d'années parce que c'est des téléphones qui étaient puissants dès le début. Ouais. En plus du fait que c'est écrit Apple dessus, du coup, les gens veulent acheter du Apple, mais du coup, l'effet de marque. Ouais. T'as l'effet de marque, mais effectivement, quand t'achètes un Apple à 200 balles, tu vas l'acheter, c'est de la deuxième ou de la troisième main déjà. Donc les iPhone 6, ils se baladent encore, hein, je les vois sur les analytics, ils se baladent encore, ils ont le niveau de puissance d'un Android que t'achèterais aujourd'hui à 150 ou 200 euros. Donc c'est rentable d'acheter sur la durée en tout cas, d'un point de vue écologique, c'est rentable d'acheter des téléphones chers et puissants parce que tu sais, tu vas les garder plus de 5 ans, quoi. Et puis qui derrière, ils auront une deuxième vie, voire une troisième vie. Exactement. Et que naturellement, ce qui s'est passé un peu au niveau d'informatique, parce que je me souviens d'une époque où on changeait assez souvent les ordinateurs, liés au même problème que à un moment donné la puissance suivait pas. C'est ça. Que maintenant, quand on achète un bon ordinateur portable assez puissant, on le garde super longtemps en fait. C'est même très surprenant. Et on le revend derrière, il marche très très bien, et puis la personne elle est super contente. Et on risque d'arriver sur ce genre de choses sur les téléphones, petit à petit. Bah, tu vois, j'ai une anecdote là. Alors moi j'ai eu 2 ordinateurs portables entre 2008 et maintenant. Donc là j'en suis à mon deuxième ordinateur portable. C'est des Mac évidemment, donc tu payes ça à la peau des. Voilà. Mais n'empêche que le premier Mac, donc entre 2008 et 2015, donc il m'a duré 7 ans. À l'époque, je pouvais l'upgrader, donc effectivement, j'avais changé le disque et la RAM donc j'ai gagné quelques années de vie. Ce truc-là, ensuite, je l'ai filé à mon fils. Il a un petit peu utilisé. Malheureusement, il a commencé à vouloir faire du jeu vidéo et là, ça marchait plus. Mais là, par exemple, cet ordinateur-là, donc de 2008, je vais le donner à quelqu'un qui va le donner à des étudiants qui eux font que du Word et un peu de web. Donc ça rame un peu, c'est pas agréable. Mais c'est un don, et 2, putain, la machine elle tourne encore un peu, quoi. Donc c'est important de le faire. Une machine que t'as achetée en quelle année? 2008, 2008, ouais. 2008. Ouais, c'est énorme quand même. Hein. Et là, je fais tout pour faire durer l'autre Mac que j'ai acheté en 2015, qui était un monstre de puissance, enfin qui était censé être un monstre de puissance. Là aujourd'hui, je vois les M1, les M2 qui sortent, je me dis, c'est terrible. Mais bon, je me débrouille je me suis fait chier. J'ai fait du partage de cartes graphiques entre mon Windows et mon Mac. Donc il y a une carte graphique externe qui est là que pour ça, que je switch en fonction de si je veux faire de la 4K sur le Mac ou du jeu vidéo sur le, tu vois, donc ça me permet d'utiliser le même matos. C'est un peu overkill, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'était l'idée de pas trop, de pas acheter pour racheter, quoi. Non, en fait, moi j'aime bien raisonner en coût annuel quand j'achète quelque chose. C'est-à-dire, j'achète pas quelque chose au prix, je raisonne à combien ça va me coûter à l'année.
T'achètes un ordinateur, tu dis, bah, c'est quoi ton coût annuel? Et t'essaies de calculer combien d'années il va te durer. C'est pareil, ça peut être des fringues, n'importe quoi, en fait. Et l'air de rien, quand tu calcules comme ça, tu peux investir plus. Ouais. Si ça dure plus longtemps. Mais il faut que ça dure vraiment plus longtemps. Donc ça c'est tout un autre problème. Il faut que ça dure plus longtemps. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts négatifs quand on commence à faire d'optimisation de perf? C'est-à-dire, en gros, des impacts sur des coûts que tu n'avais pas prévus, sur la maintenabilité de ton application, est-ce qu'il peut y avoir des effets qui sont pas terribles, qu'il faut que tu connaisses, que tu maîtrises et que tu peux quand même faire le choix de privilégier la perf, mais tu peux avoir des effets négatifs quand tu commences à faire la perf. Bah, effectivement, à partir du moment où tu fais une optimisation, c'est-à-dire que tu décides de sortir du modèle de ton framework, du modèle de du modèle peut-être de ton développeur, tu vois. C'est-à-dire que tu vas chercher. Donc, moi, généralement, ce qu'on fait, c'est on respecte vaguement les bonnes pratiques, mais surtout, tu codes. Et une fois que ton code est sorti, donc une fois que tu es à 80% de ton projet, là, tu commences à faire du profiling et à aller trouver les 2, 3, 10, j'en sais rien, endroits dans ton code où ça rame. Voilà. Et à ces endroits-là, peut-être que tu vas faire des choix qui sont contre-intuitifs parce que tu vas soit combattre le framework, soit utiliser une astuce navigateur qui fait que t'as intérêt à la documenter un peu directement dans le code parce que le type qui arrive derrière et qui voit que en fait on avait un super composant qui fait tout le café et puis là t'es revenu en HTML tout bête et pourquoi t'as fait ça, tu vois? Oui, je l'ai fait pour des raisons de perf, mais effectivement oui, donc tu peux avoir ce genre de choses et donc derrière ça veut dire qu'il faut le maintenir, donc c'est pour ça qu'on essaye d'en faire le moins possible donc tu peux avoir ce genre d'effet négatif là. Des fois t'as des trucs c'est déjà arrivé. Alors moi, j'ai pas pu le voir en production, mais c'est déjà arrivé d'optimiser un site suffisamment pour que t'aies plus de gens qui arrivent dessus, des gens que tu voyais pas dans tes stats, et du coup ils te font augmenter tes résultats de perf. Donc c'est-à-dire que ton site, quand tu regardes la moyenne, il est plus lent qu'avant parce qu'il y a plus de gens qui viennent avec des machines qui rament plus qu'avant. Parce qu'en fait, t'as ouvert les portes, quoi. Donc ça, c'est pas un effet rebond au sens écologique du terme, mais voilà, des fois, tu peux avoir des effets un peu surprenants comme ça, qu'il faut savoir interpréter, qui sont compliqués à interpréter, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la lecture statistique de chiffres qui viennent des utilisateurs, quoi. Quand tu fais tes analyses de perf, c'est quoi les problèmes que tu vois tout le temps, en fait? C'est quoi ce qui revient le plus souvent? Voilà, depuis 3-4 ans, c'est l'excès de JavaScript, quoi. Mais en plus je l'ai vraiment vécu chez des clients que je traitais depuis quelques années et qui disent les chiffres les chiffres de vente ou de trafic se sont effondrés, vas-y viens. Et vas-y viens, il suffit que je démarre le site sur un Android à 200 balles. Et puis tu dis oui, ça y est, je sais. tu viens de migrer sur React. Ouais, voilà. Et après du coup t'en as pour un an pour rattraper le coup parce qu'évidemment tu vas pas rechanger de techno. Enfin et en plus les devs ont pas envie de toute façon. Donc ouais, non, t'as ce genre de phénomène qui, là, c'est vraiment ultra fréquent. Tout ce qui est chargement, ça commence à être, au bout de 15 ans, là, ça commence à être maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sait qu'une image, il faut l'afficher comme ça, on sait qu'il faut faire du responsive et tout. Donc là, ça commence à être maîtrisé. Le JavaScript par défaut, pour tout. Effectivement, c'est ma nouvelle, heureusement que j'étais DevJS d'ailleurs. Sinon mais effectivement, c'est la nouvelle, clairement, c'est la nouvelle frontière, quoi. Mais c'est possible d'avoir un site performant même avec du React ou du Angular ou du. Oui, non, tu peux avoir une grosse techno si tu utilises. Alors ça, au final, ça sera plus lent que si tu avais tout fait en HTML. Cependant, ce qui compte, c'est le ressenti utilisateur. Si la différence entre sans JavaScript et avec JavaScript est minime, c'est-à-dire t'es en dessous des 200 millisecondes quand tu cliques, t'es en dessous de la demi-seconde quand t'affiches, ok, reste sur ta techno, elle est très bien, quoi. Mais effectivement, oui, il va falloir que tu fasses quand t'as commencé à avoir beaucoup de composants, il va falloir que tu fasses des efforts spécifiques
pour pas combattre ta techno, mais en tout cas garder ta techno et faire en sorte qu'elle soit viable pour l'utilisateur. Donc oui, c'est jouable. Ça demande des efforts. C'est quoi le futur pour toi dans la perf? J'ai l'impression, donc je reste sur mon JavaScript, hein, j'ai l'impression, parce que pour l'instant c'est le problème d'aujourd'hui, que les frameworks JS, là, clairement, ils ont tous les nouveaux frameworks qui sortent, tous les SSR, tout ça. Clairement, ils essayent d'automatiser la performance et d'implémenter par défaut toutes les bonnes pratiques qui sont connues. Donc ça c'est plutôt positif. Alors moi je les vois bugger tout le temps évidemment parce que forcément quand j'arrive c'est qu'il y a un problème et tu te rends compte que les trucs qu'ils ont prévus pour tout le monde, bah dans ce cas-là ça marche pas parce que tu peux pas faire du code qui marche pour tout le monde, ça existe pas. Et du coup il faut que tu ailles chercher les options pour débrayer le truc. Plus le framework est récent, moins il y a d'options, moins t'as la maîtrise. Et enfin je te jure, je me suis retrouvé avec des frameworks qui te vendent la perf et dans lequel tu peux pas enlever des optimes qui font du mal. Donc c'est dommage, tu vois. Donc, le futur de la perf, je pense que c'est plus de formation peut-être, c'est plus de connaissance du sujet de la part des devs qui montent en maturité, parce que là on a eu beaucoup de juniors qui sont rentrés dans JavaScript dans les 5 dernières années à cause des frameworks. Là ils vont se former, enfin ils sont en train de se former, de se rendre compte des trucs, et donc ils ont commencé à dépasser les 5 ans d'expérience, donc ils commencent à être bons et donc à éviter les problèmes par défaut, quoi. Donc je pense que le futur, il est pas technologique, il est plus dans la maturité des gens que dans une techno miracle qui va tout changer, parce qu'à chaque fois qu'on a eu un miracle genre HTTP2 ou HTTP3, ouais, non, en fait non, enfin je veux dire pas plus que ça, quoi. À chaque fois que à chaque fois qu'il y a un miracle qui est annoncé, bah tu te rends compte que bah ça marche évidemment pas tout le temps, pas toujours, et t'as plein de gens qui vont se prendre les pieds dans le tapis quand même, quoi. Donc ouais, je pense que c'est le futur, c'est la formation, quoi. C'est la connaissance intime alors intime ou pas d'ailleurs, mais en tout cas la connaissance minimale sur comment je débug, comment je profile. Ça c'est ce qui change tout. Tu donnes quoi comme formation, toi? C'est la formation française performance web. Donc c'est du front-end, donc c'est 21 heures, donc c'est 3 journées ou 5 demi-journées en remote. Et donc c'est les thèmes classiques de l'affichage, hein, comment t'affiches vite une image, une fonte, et comment tu deals avec CSS aussi, même si aujourd'hui c'est beaucoup moins un souci qu'avant, mais en tout cas voilà, savoir au moins lire un profiler. Et côté JavaScript, pareil, on consacre maintenant le quart, bientôt le tiers, en faisant des TP sur des profilers JavaScript pour savoir repérer l'outil. Parce que le plus important, c'est pas tant d'apprendre par cœur comment marche un moteur JavaScript, hein. Ce qui compte, c'est d'apprendre par cœur à maîtriser l'outil, le profiler. Parce que JavaScript et les technos évoluent. Par contre, ton outil, lui, évolue un petit peu plus lentement, et il va te permettre de détecter des problèmes que t'auras pas vu en formation parce que le problème n'existait pas encore à cette époque-là, quoi. Et t'as combien de sessions par an? J'en ai, alors c'est très variable. Jusqu'en 2020, j'en avais genre 2-3 par an. D'accord. Donc tu vois, c'était un peu anecdotique. À partir de 2020, j'en ai eu, je crois qu'en 2020, j'aurais dû en faire genre 20-25 fois la même. J'ai halluciné. Ah oui. Ah non, mais c'est du jour au lendemain, c'est x10. Enfin, d'une année sur l'autre, c'était x10. Et là, donc merci Google. Et donc là, effectivement, ça s'est un peu calmé. Donc là, on a 6-7 formations par an. Ouais. Ah, quand même. Oui. Oui, il y a une demande. Alors, il y a une demande, sachant que je suis le seul en France à le faire. La demande n'est pas non plus folle, tu vois. Oui, non, mais oui, mais c'est quand même c'est hyper cool. Je te connais bien. On a déjà discuté plein de fois et je sais que t'es un développeur à mission. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est un développeur à mission? Même si par rapport à tes réponses, on a compris en trame de fond certains éléments, mais j'aimerais bien que tu me l'expliques. Bah c'est
quand tu te lèves le matin et que tu sais pas pourquoi tu bosses, alors oui, tu peux te dire qu'à un moment donné, tu seras payé aussi, mais t'aimes bien quand même savoir que ce que tu fais va être utile à des gens, à des humains, quoi, à des utilisateurs qui ont potentiellement besoin de ton service. Tu vois, par exemple, quand je travaille pour le service public, là j'ai fait Arte, j'ai fait Radio France, bah je baisse mon TJM. Alors que les ESN ont tendance à faire x2. moi, moi, j'ai une remise, j'ai une remise de service public parce que ça fait partie des choses qui apportent du positif dans ce monde. Donc c'est important. Effectivement, je me suis pas lancé dans l'accessibilité, mais quand un expert access me dit bah non, la tonne optime, je la sens moyen, bah ok, tant pis, on débraye et puis on se débrouillera autrement. C'est important de faire ça. C'est tant que tu peux te le permettre, c'est choisir ses missions. J'ai déjà refusé des missions dans le porno ou dans des trucs comme ça parce que c'est même pas pour juger enfin c'est parce que tu sais que c'est pas un milieu qui respecte spécialement les humains, tu vois. Alors j'en étais pas à refuser des missions genre la grande distribution parce que effectivement d'un côté ils ont aucun respect pour leurs salariés, mais d'un autre côté bah les gens ils ont besoin d'acheter aussi, tu vois. Et j'avais bossé à une époque pour une de mes premiers CDI, c'était Oura.fr qui livre des courses, qui les livre encore d'ailleurs. Et à l'époque, j'avais eu au bout du fil un, un webmaster aveugle. Ah oui, d'accord. Donc non, déjà moi j'ai découvert, j'avais 21 ans, j'ai découvert qu'on pouvait être aveugle et lire des pages. Tu fais OK. 2 qu'on pouvait être du coup webmaster, donc technique, et écrire des pages. Et 3, en plus, il était formateur, et donc, entre autres, il utilisait donc le service Oura.fr pour faire livrer des courses. Et effectivement, il y avait une vraie utilité à se faire livrer des courses plutôt que d'aller dans un supermarché où la plupart des boîtes sont pas en braille. Donc là, tu te dis, ouais, ok, c'est mercantile, mais c'est réellement utile, tu vois. Donc oui, non, c'est important de se... Et donc, il t'a appelé pour te dire quoi, ce webmaster? Il m'avait appelé pour me dire, mais il marche plus ton site de merde, là. Donc il m'avait pas appelé moi, bien sûr, il avait appelé le service client. Le service client comprenait pas trop ce qui se passait, et du coup c'est en l'ayant au bout du fil que j'ai compris qu'il était aveugle, et il me conseillait ben voilà, tel champ à tel endroit, t'as dû changer le nom parce que du coup ça marche plus comme avant. Je fais ah ouais, et là j'ai découvert le truc. Et effectivement, bah là d'un coup tu te reposes d'autres questions. J'avais installé des lecteurs d'écran parce que je comprenais pas comment ça pouvait marcher, et là j'ai compris que oui, effectivement c'était un autre mode de lecture du truc, et que tu fais wow. Donc oui, non, c'est les Non, mais tester son site avec un lecteur d'écran, c'est dur. Bah oui, mais c'est le monde réel. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu prends pas la même pilule, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Ouais, je crois que l'analogie est bonne. C'est vraiment, c'est un univers parallèle. Ouais. Et toi, t'as intérêt en tant que dev à l'avoir en conscience et à le voir en même temps là-dessus pour voir ce que ça donne, quoi. On passe sur les questions de fin. Alors, j'ai des questions sympas, puis j'ai une question difficile au début, mais j'ai fait exprès. Pourquoi, selon toi, c'est difficile de réussir un projet informatique? Il y a beaucoup d'humains avec qui parler. Et ces humains, ils ont des objectifs qui sont pas forcément les tiens. Donc, typiquement, la dichotomie entre les devs et le market, bah oui, ok, ils ont pas du tout le même... ils ont pas les mêmes choses en tête. Le market ou les sales, ils ont le chiffre d'affaires à la fin du mois. Les devs, eux, bah, ils seront payés pareil d'une part, et ils voient plus l'interface, enfin en tout cas les devs front voient plus l'interface en se disant qu'il y a quelqu'un qui va cliquer dessus, et donc tu as envie d'avoir un service de qualité, parce que je pense qu'il y a quand même plein de devs qui vont envie de faire de la qualité, ne serait-ce que pour avoir une raison autre que l'argent de se lever le matin, tu vois. Donc oui, non, les difficultés d'un projet informatique, c'est le fait que t'as beaucoup d'acteurs, tu peux avoir beaucoup d'acteurs différents, avec des objectifs différents, et qui se retrouvent physiquement sur la même page.
C'est pour ça que tu as toujours un carrousel sur la homepage, c'est que personne n'a été capable de dire qu'est-ce qui est important ou pas sur cette foutue homepage. Tout le monde est dessus, nickel. L'utilisateur, ça lui va pas, mais... Et même si tu as 8000 études qui disent que le carrousel, faut pas l'utiliser parce que personne va voir le deuxième et encore moins le troisième élément. C'est dingue, hein. Mais là, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ils vont sur le site de leur société, ils vont voir un carrousel. Bah ça, c'est une non-décision. c'est dur, hein. Est-ce que ta famille comprend ton métier? Alors mon fils, oui. Je lui dis, bah papa, il est là pour faire en sorte que le site il aille plus vite. Alors ça, il comprend très bien parce que c'est très humain, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça s'explique très bien en fait ton métier. Je veux dire, c'est. Oui, une fois que t'as trouvé la phrase, c'est bon, c'est parti. C'est juste que quand tu cliques, ça va plus vite. Ah bon, et on te paye pour ça? Ah, je te jure. Je te jure. C'est une micro-spécialité. On est même pas 50 à savoir faire ça bien. Donc, oui, non, je te jure. On me paye pour ça. Et ouais, tu sais, tes parents, ils ont pas besoin de savoir ce que tu fais vraiment. Ils comprennent. Tu leur sors les marques, ça leur suffit, quoi. Tu dis, voilà. Ça parle. Ma mère, ouais, elle comprend un peu, ouais. Mon père, lui, il est resté dans les bouquins. Et pour lui, tout ce qui est Internet, c'est un peu le grand... tu vois, ça change la société, c'est un danger avant toute chose. Enfin, tu vois, donc c'est... Voilà. Et lui, pour le coup, il est très, très, très dans l'éthique. Il est très dans le... Est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais, là, ils sont en train de faire ci et ça, politiquement, tu vois. Voilà. Donc, on n'est plus sur la discussion philosophique. Avec papa. Il n'a pas complètement tort, mais bien sûr qu'il... Mais c'est pas simple, et heureusement bien sûr qu'il a raison. Des pleines nuances, quoi. Mais viens pas me mettre le Facebook et Trump sur le dos alors que je travaille pour ces discounts, tu vois. Calme-toi. Ouais, c'est ça. Et tu travailles pour des marques françaises, donc c'est quand même un autre level. C'est un autre level. Et puis en plus, on a notre esprit européen qui est encore... Oui, alors, on peut ne pas aimer la législation, mais n'empêche que, ça a fait bouger les choses, et deux, ça donne un modèle alternatif à l'ultralibéralisme chinois à l'ultralibéralisme américain et le libéralisme plus direction étatique côté chinois. Donc oui, non, c'est très important. Comment tu fais ta veille? Un peu tous les jours, avec historiquement les RSS, les fils RSS. Les Twitter me sert encore. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés dessus là. Je suis aussi allé sur Mastodon, c'est important, histoire de voir d'autres choses. D'ailleurs, la communauté est moindre, mais elle est beaucoup plus réactive, elle est un peu plus quali, donc ça c'est sympa. Et j'ai vu que LinkedIn commençait à commencer. Il y a beaucoup trop de gens sur LinkedIn qui disent n'importe quoi, mais cependant... comme sur Twitter, comme partout. Hein. Dans le tas, tu finis par trouver quelques posts intéressants. Donc ouais, j'utilise pas ça. Les confs, bien sûr. Généralement, j'essaie de récupérer les slides des gens parce que je travaille plus à l'écrit qu'à l'oral. Et donc ça permet vraiment d'être au top. Et ensuite, il y a les Slack. Parce qu'en ce moment, c'est pas mal ça. Des Slack dédiés WebPerf qui permettent de discuter directement de problèmes concrets avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, c'est là pour le coup, on est vraiment dans l'internet que j'imaginais dans les années 90. Le retour à IRC. C'est l'IRC+, quoi. Donc c'est ça. Et quel Slack tu recommandes ça perf? Alors, je pourrais pas te donner l'URL, mais t'as un Slack quand même anglais, enfin anglophone en tout cas, Web Performance. Au pire, tu me donneras après, je le mettrai en description, y a pas de souci. Hein. Et effectivement, on a un channel French notamment, qui est pas ultra actif, mais par contre, du coup, t'as des gros, t'as ceux qui font la perf, les ultra pros, ils sont là, quoi, donc c'est assez agréable. Et t'as le channel Wheel of Speed aussi, qui permet de trouver des gens qui sont venus au conf, et qui, donc a priori, si tu poses des questions, ça peut réagir un peu là-dedans, quoi. Ah, cool. Super. Si tu avais la possibilité de faire une pause et partir en vacances demain matin, tu vas où? Alors sur Mars, mais dans une base spatiale, bien fermée, bien isolée, tout ça. Tu partirais sur Mars? Le voyage est un peu long. Sérieusement? Non, je partirais pas sur Mars parce que en fait. Mais tu irais dans l'espace?
Parce que là, Alors oui, là, oui, franchement, ouais. Franchement, enfin, tu sais, il y a quelques milliardaires qui sont payés des tickets à 1 million, là. J'aurais été milliardaire, c'est le genre de truc que j'aurais fait, ouais, sans aucun souci. C'est un truc. Alors, il y a des gens qui, ouais, moi, ma femme, elle supporterait pas du tout. Mais moi, ça me ferait trop kiffer aussi, pareil. Hein. Il y a matière à kiffer, hein. J'ai fait un peu d'aviation, et déjà, juste quand tu sens, tu sais, les variations de hauteur, tu sens que ton corps travaille un peu, tu vois, c'est rigolo. Mais du coup, je voudrais bien ne serait-ce que tenter. Ils ont ça dans le sud là, tu sais les avions qui, c'est comment ça s'appelle, pendulaire, je crois. Enfin, en gros, l'avion il tombe et donc pendant t'as 30 secondes d'apesanteur. Les 0G. L'espérance 0G, je crois que c'est pas donné, hein, c'est quelques milliers d'euros, donc je vais pas le faire. Ah, mais ça peut être sympa, quoi. Un gros cadeau d'anniversaire. Gros cadeau, ouais. Et si tu dois choisir une destination où tu peux y aller maintenant, enfin, accessible, on va dire, pas Mars, tu partirais où? Pas Mars ni Hyrule, du coup. Écoute, là, j'ai envie de retourner à Amsterdam en ce moment. Ah, d'accord. Très belle ville, full piétonne. C'est de l'histoire, une histoire assez méconnue parce qu'ils sont quand même ils font partie avec les Anglais, les Français et les Espagnols, ils ont changé le monde aussi. Donc c'est vraiment une ville ultra riche que finalement on connaît assez peu, quoi. Donc ouais, un bout de temps que j'ai envie d'y retourner là. C'est quoi tes prochains grands projets? Là, je suis sur ma baraque. Il y a des travaux dans tous les sens, c'est très concret. Et du coup, j'essaie de domotiser tout ce que je peux, notamment pour gagner en efficacité énergétique, tu vois. Genre, tu fermes les volets quand il y a du soleil, mais uniquement en été, pas en hiver. L'hiver, tu veux exactement le contraire. Comme mon fils est pas là, pareil, tu coupes les chauffages. Enfin, il y a plein de trucs à faire. En domotique, alors peut-être pas grand public parce que c'est vrai que tu peux pas tout faire avec les Alexa, les Amazon et l'Apple, mais là du coup je suis parti sur une solution un peu plus open source, plus programmable, du coup beaucoup plus compliqué à implémenter. Mais ça s'appelle comment? Là c'est du JDOM. Alors il y a plusieurs solutions différentes, hein, mais effectivement moi j'utilise JDOM, G-E-D-O-M, et ça te permet en fait d'avoir des protocoles qui ont pas été pensés pour discuter ensemble, mais tu vas tous les revoir dans la même interface, et du coup tu peux faire des vraies règles de programmation. Donc tu vas faire discuter tes Velux avec une autre marque qui a rien à voir, et tu vas lier ça à ton agenda Google pour savoir quand est-ce que t'es là ou pas là, et du coup il va gérer ça. Tu peux acheter ta petite télécommande, tu lui dis je suis plus là, du coup il va s'occuper de tous tes radiateurs, alors que ton radiateur il a 25 ans d'âge, lui c'est parce que c'est que la domotique, mais c'est pas grave, tu t'es débrouillé pour le mettre sur la prise. Enfin il y a vraiment plein de trucs sympas à faire sans forcément acheter plein de bidules, parce que c'est l'idée aussi, hein, c'est de réutiliser ce qui existe déjà, tu vois. Tu vas pas racheter un ballon d'eau chaude connecté. Tu utilises ton ballon d'eau chaude et tu branches une prise à 15 balles connectée dessus, et puis c'est parti, quoi. Voilà, il y a plein de trucs à faire. C'est quoi le dernier film ou la dernière série que tu as vu? Ah, attends. Dune, c'était super ça. Dune, le film de Villeneuve, là, en tant que film. Oui. C'était, c'est partie des bouquins que j'ai lus quand j'étais gosse. Le film est assez fidèle, les images sont hallucinantes elles sont belles, elles sont magnifiques. Le son est pareil, donc ouais, non, ça c'était grosse émotion à plein de niveaux. Donc tu feras partie de ceux qui vont aller voir la suite. Ah oui, non, c'est certain, c'est obligé. C'est obligatoire. Est-ce que tu as des recommandations à faire des films, mais ça peut être des bouquins, des podcasts, des chaînes YouTube, ce que tu veux. Suivez Arte. Déjà, il y a la chaîne YouTube Wheel of Speed. Ouais. Ah non, mais moi je t'ai resté sur le perso. Suivez Arte, là, il y a la moitié des reportages qui valent le coup. Et regardez France 24, voilà. Ah, je suis beaucoup sur l'actualité. Ça permet de comprendre comment tourne le monde, quoi. Tout ce qui est plaisir, bon, de toute façon, chacun trouvera. Et dans la tech? Et dans la tech, c'est tellement éclectique. J'en ai pas un ou deux que je suis. C'est vrai que je suis sur plein de channels différents, et au final, j'ai plus tendance à suivre des gens que des chans, tu vois. C'est-à-dire, tu vas suivre le dev ou l'évangéliste Google machin, et même quand il change de boîte, en fait,
il a quand même des trucs intéressants à dire, donc ouais, je suis plus comme ça. Ensuite, ton compte Twitter, tu relais les bons trucs, et déjà. Ouais. Twitter, Mastodon et allez, LinkedIn, je vais commencer à m'y mettre aussi. Mais cool. En mode pas je raconte ma vie. Non, mais j'imagine bien, je te connais. Hein. et si ça existe un super bouquin sur la perf? Il y en a eu plein, et il y en a plus vraiment qui sortent, mais il y en a eu plein qui ont été alors le problème c'est qu'il faut être spécialiste pour savoir qu'est-ce qui marche encore et qu'est-ce qui marche plus. Mais en gros, tu peux considérer que les bouquins entre 2010 et 2020, ils sont aux 3/4 valides quand tu les lis. D'accord. Donc il y en a eu sur les optimisations HTTP, il y en a eu sur les optimisations d'images, il y en a eu quelques-uns sur JavaScript, mais bon là pour le coup ils parlent plus du JavaScript moderne. En tout cas, les problèmes dont ils parlent ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes sont toujours vrais, mais c'est plus ceux d'aujourd'hui chez les clients que j'ai, quoi. Imagine, j'ai une baguette magique et je peux rajouter des heures dans ta journée. Tu fais quoi de ces heures en plus? Je construis ma baraque. Oui, très bien. Je passe un peu plus de temps avec mon fils à faire autre chose que le faire bosser. Ou que de faire des jeux vidéo, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a que ça, et je pense qu'on sortirait. Il a quel âge ton fils? Il a 13 ans. Ah ouais, donc aux jeux vidéo. Et tu gagnes encore aux jeux vidéo quand tu l'affrontes ou ça commence à devenir difficile? Ah putain, là, le petit... oh là. Là, tu vois, je suis historiquement sur Mario Kart, moi j'ai joué sur Super NES, et là, il commence à me rattraper, je fais... Pareil, j'ai un autre vieux jeu, c'est Team Fortress 2, je l'ai fait jouer. Alors j'étais moyen, mais là, du coup, en un an ou deux, lui en plus, il se forme sur YouTube. C'est vrai que moi, j'avais pas ça à l'époque. Enfin, en tout cas, j'utilisais pas. Et puis c'est comme tout, il a plus de pratique, là, en ce moment. Et oui, le fait est qu'il y a un peu plus d'heures disponibles devant lui aussi. Mais bon, j'essaye aussi de le former à faire de la bouffe, tu vois, à nettoyer sa baraque. Enfin, ma baraque, du coup. Histoire qu'il sorte pas de l'adolescence en sachant rien foutre, quoi. C'est important. Très bien. Du coup, pour te suivre, on a dit ton compte Twitter, Mastodon, ton compte ton Mastodon. Ouais, le Mastodon est sur le Twitter, le LinkedIn, hein, Jean-Pierre Vincent. Normalement, on peut me trouver. Et c'est tout. Alors, j'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle quand j'ai une vidéo, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans, je cross-poste dessus. Et ouais, c'est à peu près tout. D'accord. Et si on veut venir te voir en vrai, on va à la conférence Wheel of Speed, ou une formation, mi-mai en formation, et puis ou à la fin d'année à Paris Web, tu y seras sûrement. Ouais, c'est octobre-novembre, je crois. Donc ouais, c'est ça. Là, je vais probablement y aller. Ouais. Ok, super. Merci Jean-Pierre. Merci d'être venu par les fronts, par les performances, et ça me tient à cœur, la qualité web, etc. Donc je suis super content d'avoir fait cet épisode. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont tenu tout le long de l'épisode où ma voix de temps en temps n'était pas complètement ça, c'était pas... Je tousse un petit peu. Bon, j'imagine que Guillaume va faire un traitement merveilleux au niveau du son pour pas que ça gêne trop, mais ça sera pas ma voix habituelle. Si vous êtes encore là, faites-nous des feedbacks à Jean-Pierre et à moi sur comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce que ça vous a appris, pourquoi la perf c'est bien aussi, et qu'est-ce que vous avez comme expérience de votre côté. Suivez En Part en Prod, mettez 5 étoiles sur des plateformes pour pouvoir faire en sorte que ça donne un peu de visibilité à les épisodes. Salut Julien. Ciao, ciao, bye.